Le commandant en chef des forces américaines dans la région, l'amiral Nimitz, sait ce que signifie la perte des îles Salomon et de la Nouvelle-Guinée. Si cette offensive réussissait, l'Australie tomberait inévitablement. Darwin a déjà été bombardé. La population est terrorisée à l'idée d'une possible invasion. Au début du mois de mai 1942, les stratèges nippons exécutent leur plan. Les forces japonaises s'emparent des îles Salomon. Deux jours plus tard, les forces navales nippones pénètrent dans la mer de Corail. La Nouvelle-Guinée n'est plus loin. Mais cette fois, les Américains ont un coup d'avance. L'amiral Nimitz a dépêché sur place 2 porte-avions et une flottille de navires de guerre. La partie de cache-cache débute. Elle dure 2 jours. Le 7 mai, des chasseurs bombardiers américains localisent et coulent le porte-avions Shoho. La bataille de la mer de Corail vient de commencer. Les Japonais ripostent, expédiant sur leurs adversaires une multitude de torpilles et de bombes. Ils prennent d'abord pour cible le porte-avions Yorktown, spécialement conçu pour éviter les torpilles nippones. Mais c'est une bombe qui va lui porter un coup fatal. Elle transperce 4 ponts avant d'exploser. 37 marins sont tués. Le porte-avions Lexington, plus grand et moins manœuvrable, est touché par plusieurs bombes et 2 torpilles. La liste de ces avaries s'allonge dangereusement. Mais les Américains poursuivent leurs attaques. Ils se concentrent sur le porte-avions Shokaku. Une première vague de bombardiers est interceptée par les chasseurs japonais, les fameux Zéros. Les avions américains sont contraints de larguer leurs torpilles bien avant leur cible. Les projectiles s'enfoncent tous dans l'océan. Mais une seconde vague va atteindre l'objectif. Le pont d'envol du Shokaku est si endommagé qu'aucun avion japonais ne peut plus l'utiliser. Après 2 jours d'affrontement, les 2 adversaires rompent le combat. Le même jour, dans l'après-midi, une formidable explosion ébranle le Lexington. Une réserve de gazole vient de prendre feu.
215 des 3000 hommes d'équipage seront tués. Tard dans la soirée, une torpille américaine achève le géant en flammes pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Sur le papier, la bataille constitue une victoire japonaise. Le Lexington représentait un quart de la capacité de transport aéronaval américaine dans le Pacifique. Mais stratégiquement, l'affrontement est un succès pour les Américains. Ils viennent de stopper l'offensive japonaise. Ils ont sauvé l'Australie. La bataille de la mer de Corail marque une nouvelle ère dans la guerre en mer. C'est la première fois que deux flottes se sont affrontées sans même s'entreapercevoir. Les navires ont combattu par avions interposés. Des deux côtés, on va se préparer à cette nouvelle forme de combat naval. La prochaine rencontre sera décisive. À la fin du printemps 1942, Américains et Japonais sont dans l'impasse. Le Japon a besoin d'une victoire rapide s'il ne veut pas être terrassé par la puissance américaine. Dès la mi-mai, l'offensive reprend. Les services de renseignement américains sont à l'affût. Ils connaissent le nom de code de la prochaine cible, Objectif AF, un point quelque part au milieu du Pacifique. Le problème, c'est qu'ils ignorent complètement où se trouve ce mystérieux Objectif AF. Est-ce Midway, près d'Hawaï? Cette île constituerait une base idéale pour tenter de frapper à nouveau la flotte stationnée à Pearl Harbor. Pour le savoir, les Américains vont ruser. La base de Midway reçoit l'ordre d'expédier un message en clair annonçant que le système d'approvisionnement en eau de l'île est perturbé. Presque aussitôt, un message japonais est intercepté. Il avertit que des problèmes de ravitaillement en eau affectent l'objectif AF. Cet objectif est donc Midway. Nimitz sait où et quand ses ennemis vont attaquer. Le plan japonais est particulièrement complexe. Une attaque de diversion sur les îles Aléoutiennes dans le Pacifique Nord devra mobiliser une partie de la flotte américaine, pendant que les troupes japonaises débarqueront à Midway. Les Américains seront alors obligés de concentrer leurs forces navales pour reprendre l'île. Une impressionnante flotte, dont 4 porte-avions, les y attendra. Prise dans la nasse, la flotte américaine sera pulvérisée. En moins d'un an, les forces navales nippones auront tenté 2 fois d'anéantir leur rival. Prévenus, les porte-avions américains lèvent l'ancre. Ils se mettent en route pour tendre une embuscade à leur ennemi. Les Japonais ignorent qu'ils ont quitté leur base. Ils savent encore moins où ils se trouvent. Le 3 juin 1942, comme prévu, le feu s'abat sur les îles Aléoutiennes. Nimitz ne bronche pas. Le jour suivant, à l'aube, une première vague d'appareils teste les défenses de l'île de Midway. Les avions américains présents sur la base viennent à leur rencontre.
Malheureusement, les vieux Brewster Buffaloes ne peuvent rien contre les héros japonais. Mais leur sacrifice a permis aux défenseurs de s'organiser. Objectif AF ne sera pas une proie facile. Le commandant de la flotte japonaise, l'amiral Shuichi Nagumo, doit faire face à un dilemme. Il a gardé quelques appareils en réserve, armés de torpilles, au cas où la flotte américaine serait repérée. Doit-il faire changer les munitions de ces appareils et permettre à une deuxième vague d'écraser l'île avec des bombes à fragmentation? Le pari est osé. Il pourrait se retrouver désemparé en cas de rencontre avec l'US Navy. Mais il décide de prendre le risque. C'est à ce moment précis que lui parvient une information importante. Les navires américains ont été repérés. Seul problème, le pilote de l'avion de reconnaissance qui les a survolés n'a pas identifié formellement les porte-avions. Peut-être n'est-ce donc qu'une simple flottille. Nagumo ne sait quelle décision prendre. Doit-il confirmer le second raid sur Midway? Doit-il, au contraire, faire réarmer ses avions afin de se préparer à attaquer ses adversaires en mer? Finalement, il se résout. Il va poursuivre les bombardements sur l'île. Mais alors qu'il transmet enfin ses ordres, les porte-avions japonais sont assaillis par une première vague de bombardiers américains. Aucun des appareils japonais ne peut intervenir. Mais l'attaque est repoussée. C'est alors que survient un nouveau message. Les porte-avions ont été identifiés au milieu de la flotte des assaillants. Nagumo doit changer ses plans. Ces avions sont en cours de réarmement. Il décide quand même d'abandonner Midway pour monter à l'assaut de la flotte ennemie. Il ordonne donc de changer les munitions. Il veut couler les bâtiments américains. Il faut faire vite car son armada peut être prise à partie d'un moment à l'autre. Effectivement, à peine les ordres transmis, des bombardiers américains obscurcissent l'horizon. Ce sont de vieux modèles, ils volent très bas et n'ont aucun support aérien. L'attaque se transforme en tir au pigeon. Les avions sont tous abattus. Nagumo jubile. Dans quelques minutes, ses héros seront prêts. La flotte américaine est à sa merci. Mais ce sont quelques minutes de trop. Au moment même où il va transmettre ses ordres, un grondement sourd enveloppe ses navires. Une nuée de chasseurs bombardiers transperce les nuages. Ils plongent en piqué sur leur cible. Les Japonais sont pris par surprise. Les atermoiements de l'amiral Nagumo vont lui être fatals. Un déluge de bombes s'abat sur ses vaisseaux. En moins de 5 minutes, 3 porte-avions sont en flammes. Ils vont couler dans la journée.